Qu'est-ce que peindre? Ou plus exactement, qu'est-ce que la peinture? Et c'est une question qui se pose et qu'on ne manque pas de se poser lorsque l'on se trouve en face de l'œuvre de Francis Bacon, puisque le peintre britannique n'accepte pas et bouleverse au contraire les canons esthétiques et qu'il s'en prend à la figure humaine. Et c'est une question que je me suis posée devant chaque toile nouvelle de Francis Bacon, que je l'ai vu à Paris ou à Londres, à Paris lors de sa grande rétrospective de 72 au Grand Palais. Francis Bacon a eu un destin curieux. Il n'a pas commencé à peindre sérieusement de façon suivie avant l'âge de 35 ans. Sa première exposition individuelle a eu lieu en 1949 à la Hanover Gallery de Londres. Il avait alors 40 ans. D'emblée, l'œuvre de Francis Bacon choque. On s'en prend à un contenu dont on souligne les aspects sinistres, dont on souligne le climat angoissé, désespéré. La critique ou le public, n'est-ce pas, insiste sur les thèmes provocants de ses œuvres. Crucifixion, pontife, la bouche ouverte en train de proférer un cri silencieux, le sommet de la tête disparaissant dans l'ombre ou bien n'apparaissant pas du tout. On admire, mais personne, encore les amateurs de peinture et les visiteurs des expositions, ne voudrait avoir un Francis Bacon chez lui. En effet, Francis Bacon s'en prend à la figure humaine, et lorsque on voit les déformations, puisqu'elles apparaissent aux yeux de beaucoup comme des déformations, lorsqu'on voit les déformations qu'il fait subir à la figure humaine, il est lieu de se demander qu'est-ce que pour Francis Bacon est peindre, qu'est-ce que la peinture pour Francis Bacon dans une œuvre dominée par des couleurs crues, rouges, violets, verts, et surtout si l'on ne voit dans ces œuvres qu'une sorte de contenu plein d'horreur, il est fort possible que l'acte de peindre et la définition que l'on peut donner à la peinture échappe. Il faut en effet, je crois, replacer l'œuvre de Francis Bacon dans son fonctionnement formel. Aux yeux même, d'ailleurs, de Francis Bacon, le côté formel l'emporte, évidemment, et petit à petit, les thèmes comme ceux des pontifes, basés sur la toile de Velázquez Innocent X, ou les thèmes des crucifixions, ou bien encore ces chairs un peu sanguinolentes, n'est-ce pas, vautrées sur des divans ou affalées, n'est-ce pas, sur des canapés, sur des matelas éclaboussés de sang, vont disparaître pour, au début des années 60, donner lieu à une œuvre qui a beaucoup d'ampleur. Et c'est la facture elle-même qui devient plus mouvementée. Les coups de pinceau, en quelque sorte, sont beaucoup plus emportés, plus violents, mais les thèmes eux-mêmes, qui peut-être, pour quelques raisons, et à juste titre peut-être, pouvaient choquer certains, disparaissent. Et c'est le côté formel qui, de plus en plus, dans l'œuvre de Francis Bacon, attire et retienne l'attention. Et on peut même voir dans beaucoup de ces toiles une préciosité, particulièrement dans l'application de la couleur. Au cours de nos différentes rencontres, il y a une expression qui revenait toujours, peindre, c'est recréer, c'est refaire les apparences. Alors voilà donc qui me semblait curieux pour un peintre comme Francis Bacon. Refaire les apparences. Well, on New Year's night I was probably rather drunk, and perhaps I talked more freely. But of course, as you know, painting is an impossible. It's an art. It's a visual art that's really almost impossible to talk about. And when I talk about remaking appearance, this is one of the great problems. One can start either with the human body or with the head and the face, or portraiture. How are you today going to make a portrait without making just an illustration? Photography has now has become so far so very perfect that it is quite pointless to make an entirely kind of illustrational painting. So one has to try and find a way by which you can make the appearance of the person without illustrating it. So that means departing very, very far from literal appearance and returning it onto, as it were, the appearance that you want to register, but by non-illustrational means. Parler de peinture, eh bien, c'est impossible.
C'est un peu ce que vous dites, Francis Bacon. La peinture est un art visuel dont on ne peut pas parler. Et paradoxalement, on en parle, on prend même plaisir à en parler. En parler, ce serait évidemment bien plus facile avec l'aide de l'alcool, comme la dernière fois que je vous ai vu. Peindre, eh bien, c'est refaire les apparences, recréer les apparences. Et comment parler des apparences? Refaire les apparences, celles de la figure humaine, celles d'un portrait. On peut évidemment commencer par la tête, par le torse, par les membres, peu importe. Ce dont il est question, c'est comment faire un portrait sans en faire une description, sans faire une illustration du sujet. Et étant donné la perfection qu'a atteint de nos jours la photographie, refaire l'apparence sans l'illustrer. Il faut donc s'éloigner des apparences littérales, puis revenir aux apparences que l'on choisit, les apparences que l'on veut enregistrer. Ce qui vous semble difficile, ce qui vous paraît difficile, c'est de ne pas faire une peinture illustrative. Pour vous, une apparence littérale, c'est celle de la photographie, n'est-ce pas? Oui, je crois. Mais vous ne voulez pas illustrer l'apparence. Vous voulez retourner à l'essence de l'apparence, peut-être. Non, c'est une question qui devient de plus en plus difficile. C'est une chose que vous trouvez dans les esquisses en huile de Seurat. Quand il a essayé de faire les personnages, il les a fait dans une façon très très libre. Dans ces grandes peintures qui sont merveilleuses, mais moins mystérieuses, parce que il n'a pas pu continuer avec cette sorte de liberté. De liberté qu'il a trouvé dans les esquisses. Et on trouve, vous savez, pour aller beaucoup plus loin, on peut penser aux autoportraits que Rembrandt a fait vers la fin de sa vie. Et si vous voulez vraiment les analyser, vous trouverez que vraiment ils sont faits dans une façon tout à fait remarquable et très très loin de ce que j'appelle l'illustration. Mais dans ce retour à l'apparence, il y a quand même une partie de votre travail qui consiste à observer la réalité. Il y a une étude et une observation de ce qu'on appelle la réalité. Ce qui explique peut-être la partie un peu réaliste de votre œuvre. Oui, parce que je fais la peinture ce qu'on appelle réaliste, parce que l'abstrait ne m'intéresse pas, parce que pour moi c'est toujours, ça ne peut pas que aboutir dans la décoration. Dans cette étude que vous faites de la réalité, il y a aussi une part d'imagination. Mais bien sûr, il y a toujours été parce que là, ce qu'on appelle figuratif a toujours un grand côté abstrait. Parce que tout là a une grande partie. Parce qu'il ne faut pas oublier que là est l'artifice. Et là, dans cette question, il y a toujours un grand côté abstrait. Mais l'art figuratif ne veut pas rester, veut aller plus loin que l'abstrait, parce que à la fin, l'abstrait n'a pas de raison. Tandis que avec la figuratif, on a toujours, même si on part très loin du sujet, on a toujours le sujet qu'on a vraiment... Comme un point de référence. C'est pas un point de référence. La raison qu'on a commencé à faire la peinture, c'est de retourner. De retourner à la réalité, mais en faisant un détour. Mais un grand détour. Et il se trouve que vous, particulièrement, vous avez fait un très grand détour, et en partie un détour par l'inconscient, j'allais dire. Un détour par un appel à des forces, des impulsions inconscientes. C'est-à-dire que vos images s'adressent non seulement à ce qu'il y a de plaisir dans le public à avoir une figure humaine ou une tête ou un portrait, mais aussi à son imagination et aux forces de l'inconscient. Est-ce que vous êtes d'accord que vous jouez aussi sur cette partie d'ombre qu'il y a dans
le mystère de la réalité. Oui, quand vous dites une chose comme ça, bien sûr, je voudrais que ce soit comme ça, mais ça, c'est une chose qu'on ne sait jamais. Parce que dans ce que je cherche à faire, au fond, on ne peut pas savoir comment le faire. Parce que le moment qu'on sait comment le faire, on commence tout de suite à faire une illustration. Même si c'est pas l'illustration ordinaire, c'est au même temps le moment. Alors, dans un sens, c'est forcé d'être inconscient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode. Non, Alors, vous êtes obligé de travailler dans le noir, oui. par une sorte de tâtonnement, en essayant de, en quelque sorte, attraper la chance, en quelque sorte de saisir la chance pour vos propres fins, le hasard, de prendre le hasard pour l'utiliser à votre but, n'est-ce pas, pour votre but qui est de rendre la réalité et les apparences. C'est pour moi de attraper les accidents que la peinture peut me donner et que les marques, on dit marques en français, les marques qu'on fait dans une façon souvent inconsciente peut retourner dans une façon beaucoup plus exacte sur le sujet qu'on cherche à refaire. Alors, à la fois, il y a cette préoccupation pour le sujet, et puis cette préoccupation des accidents, des marques qui surviennent dans l'acte de peindre. À quelle marque pensez-vous exactement? Ça dépend. Ça dépend sur le sujet dans lequel on a commencé, parce que c'est par instant que... Je ne peux pas continuer en français. Well, let's do it in English then. It's only by accident. C'est seulement par accident. C'est ça. Non, mais il faut aller plus loin. Vous utilisez la chance à vos propres fins. You can't utilize chance because you don't know how chance will come to you. You don't know how accident will come to you. But you start with a subject that you wish to remake outside illustration. And you hope that accident will give you the marks which will remake this appearance and bring it more violently onto the nervous system than any form of illustration can do, because through illustration you always read appearance, whereas if you can make it directly, it comes directly onto the nervous system. Si je comprends bien, ces signes irrationnels, ces marques, ces accidents qui viennent sous votre pinceau aident à retrouver le sujet qui vous préoccupe, oui, votre sujet à vous. Alors que autrement, si vous vous mettez directement devant votre toile en ayant un but bien précis, en ayant une méthode, vous faites de la peinture illustrative. C'est pas difficile maintenant pour moi de faire un dessin de vous, mais simplement une illustration de vous. Ça c'est pas tellement difficile. Par illustration, en fait, vous voulez dire alors simplement recopier la réalité. Voilà. Voilà, maintenant, avec la photographie, on peut faire ça beaucoup mieux. Alors, le mystère, parce que on commence à demander qu'est-ce que c'est au fond la réalité. Et oui, c'est... Alors, c'est sur ce sujet, c'est avec quand on commence, c'est à faire un portrait, par exemple, on trouve souvent qu'il y a des marques qui sont très très loin, même si on veut faire la bouche. Oui. On peut faire la bouche en représentant une partie seulement, la mâchoire inférieure, par exemple. Ou même faire un Sahara de la bouche. Ouais. Vous savez, on peut aller très loin, presque autour de la tête. Mais ça donne la bouche dans une façon beaucoup plus... mouvementée. Pas simplement vivante, mais aussi, si on a de la chance, au même temps, ça vous donne l'apparence, au même temps, du sujet. Oui. À la fois, vous voulez donc une apparence réaliste,
l'apparence du sujet, et en même temps, vous voulez une grande Que c'est évocation. arrivé par accident. Que ça soit arrivé par accident. C'est un petit peu comme un combat. Bien sûr, c'est toujours un combat. Qu'est-ce que peindre? Qu'est-ce que la peinture? Qu'est-ce que peindre pour Francis Bacon? Nous l'avons vu la dernière fois, lorsque je m'entretenais avec Francis Bacon. Pour peindre, pour lui, il faut que le tableau, évidemment, existe en termes de marques sur la toile, d'accidents, de gestes appliqués, de coups de pinceau personnalisés. En ce sens-là, Francis Bacon est un peintre qui est très proche, bien qu'il s'en défende, de l'art abstrait. Le tableau devient donc pour lui, comme nous l'avons vu, une sorte le lieu d'un drame, d'une action où se jouerait ce que l'on pourrait appeler, ce qui a été appelé la sollicitation amoureuse du hasard, où l'accident prend tout son sens, prend toute sa place. Mais peindre, c'est également s'insérer dans une tradition, et ce n'est pas quelqu'un comme Francis Bacon, qui le dit lui-même, n'est-ce pas, a tout vu, a tout regardé, en ce qui concerne la peinture classique ou la peinture de ses contemporains. Ce n'est pas Francis Bacon qui va nier que peindre, c'est aussi s'insérer dans une tradition. C'est avoir regardé l'étoile des grands maîtres et l'étoile de ses contemporains. Que Francis Bacon évoque les œuvres de Umberto Boccioni, l'un des premiers futuristes qui a signé le manifeste de 1910, que ce soit aussi l'œuvre de Pablo Picasso, qu'il appelle, à tort ou à raison, l'un des plus grands surréalistes, que ce soit aussi l'œuvre de Marcel Duchamp. Pour vous, l'image doit à la fois être réaliste, représenter quelque chose, c'est de la représentation, mais d'un autre côté, elle doit évoquer d'autres images. C'est-à-dire que chaque image, pour vous, c'est une multiplicité d'images. Bien sûr, parce que les grandes images déclenchent des autres images. Et alors, la bouche, c'est le Sahara, et puis c'est quoi encore? C'est la bouche. C'est la bouche. Mais on ne sait jamais, parce que chaque personne a une différente interprétation de la peinture, de chaque peinture. Parce que je sais très bien, vous pouvez pas penser, vous n'avez pas les mêmes manières d'appréhender la réalité, de comprendre, de voir. Chaque personne a un différent. Vraiment, si on travaille sur son système nerveux. La peinture s'adresse directement au système nerveux. C'est-à-dire, la couleur, la forme ne passe pas exactement par la logique. Il y a un appel d'abord physique. Vous parlez d'appel au système nerveux. Il y a une sorte d'appel à l'imagination, à la poésie en quelque sorte, et aussi un appel à l'observation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, je suis d'accord, mais ça, pour moi, vous savez, parce que je ne parle pas assez, je parle très peu français même. Vous parlez très bien. Non, mais c'est à cause de ça. En anglais, je pouvais mieux expliquer. Vous ne croyez pas que la langue française vous donne une sorte de distance? Vous ne croyez pas que c'est un peu comme alors la peindre? Alors parler français, c'est plus peindre que de parler anglais, parce qu'en parlant français, vous attirez le hasard en quelque sorte. Vous permettez de faire cette analogie. Oui, je comprends très bien. C'est-à-dire que vous alliez attirer des mots que vous n'emploierez peut-être pas en anglais. Vous nagez un peu dans le noir. Mais je crois que ce que vous dites, je le comprends fort bien. Et vous parlez effectivement très bien de votre peinture. Mais vous n'en voyez pas la nécessité. En fait, ce que vous dites, je crois, c'est regarder ma peinture. Mais vous avez quand même souligné à la fois ce côté réaliste qu'il y a dans votre peinture et aussi cet appel à l'imagination et à l'inconscient. Il y a aussi une chose qui me frappe lorsque je regarde vos toiles, et à chaque fois en regardant vos toiles, je me demande qu'est-ce que la peinture. Il y a une chose qui me frappe, c'est l'importance qu'a pour vous l'action de peindre. Vous l'avez déjà évoqué en disant je fais très attention, enfin je m'aide, je m'appuie sur les marques et les accidents qui sans vous vouloir utiliser le hasard, pour vous les accidents, les marques qui sont faites pendant l'acte de peindre jouent un rôle important. Alors que représente pour vous cet acte, cet instant où vous êtes en train de peindre? Parce que c'est ça que je ne peux pas dire. Est-ce qu'on peut revenir à ce qui semble très important pour vous, c'est le moment de peindre et l'acte de peindre? Est-ce que pour vous c'est une technique ou un moyen surréaliste? Je ne crois pas, parce que je ne crois pas que ça. Bien sûr,
à mon âge, on a passé par le surréalisme. J'ai regardé beaucoup de tableaux surréalistes, mais pour moi, le surréalisme dans la peinture, c'est toujours une sorte d'illustration fictive. Le surréalisme semble pour vous illustratif. Très, en peinture. C'est-à-dire que vous aimeriez avoir comme prédécesseurs les peintres que vous avez cités, enfin, comme Rembrandt, comme Degas, beaucoup plus que des peintres surréalistes, qui effectivement ne se préoccupent pas beaucoup de la réalité. Mais le seul grand peintre surréaliste était peut-être Picasso. Il a tout fait. Picasso il a pris les choses de tous les gens, de toutes les époques. Il a pris le surréalisme aussi. Et c'est lui, il est peut-être le seul grand peintre surréaliste pour un moment, pendant 26 et 32. Alors, vous citez Picasso, moi je vois une grande différence entre le travail de Picasso et le vôtre. Picasso a fait ce qu'on peut appeler des transpositions dans la figure humaine, mais qui me semblent un peu froides. Alors que chez vous, la transposition, ce que certains esprits, enfin, qui me semblent avoir donné une interprétation abusive de votre œuvre, ont appelé des déformations. Enfin, je préfère employer le mot transposition. Les transpositions que vous avez faites dans votre œuvre ne sont jamais froides, elles sont emportées par un mouvement de passion. Non, mais moi je trouve pas dans les grands Picasso, ou pour moi au moins les grands Picasso, qui sont froids. Comme peinture, c'est pas froide du tout. Vous savez, il y a des choses remarquables qu'il a fait. Nous avons une peinture ici au Tate Gallery qui s'appelle Les Danseuses. C'est 4 figures devant une fenêtre. Ouais. C'est une des grandes peintures de Picasso, mais on ne peut pas dire que c'est froid. Si Picasso, je pourrais travailler plus longtemps à chaque œuvre. Ça, je ne sais pas. Non, je parle simplement de Picasso sur ce sujet de surréalisme, parce que Picasso il a pris toutes les époques de l'art depuis le Paléolithique, mais il a toujours joué avec toutes sortes, avec tous les mouvements. Alors, il a fait la même chose avec le surréalisme. Et pour moi, c'est lui qui est le seul grand peintre surréaliste. Parce que quand on trouve avec les autres peintres surréalistes, ils sont toujours tellement illustratifs. Oui, vous pensez à des gens comme ce peintre Magritte, par exemple. Magritte, c'est peut-être un des meilleurs, mais quand même, c'est très, très illustratif. Vous parlez des empreintes Picasso. Est-ce que pour vous aussi la peinture a consisté à emprunter des grands maîtres? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour vous aider à peindre dans les grands maîtres du passé? Oh, j'ai tout regardé. Et je suis comme une sorte de bétonneuse. C'est une bétonneuse peut-être? Bétonneuse. C'est une machine pour mêler le ciment. Tout va. Tout brasser le ciment. Oui, c'est ça. Moi, je suis un peu comme ça. J'ai tout regardé. Et vous en avez tiré quelque chose? On ne sait jamais ce qu'on tire de ces choses-là, parce que si on a tout regardé, il y a quelque chose qui sort. Mais si on monte tout son instinct, one's instinct and apprehension is molded by everything that you have looked at and seen before, and that has gone into you rather like a cement mixer, and that helps to form your method of painting. En fait, tout ce qu'on a regardé, la manière dont on a appréhendé les toiles des grands maîtres, la manière dont on appréhende la réalité, tout ceci se mêle un peu comme dans une machine à broyer le ciment, et ce qui en sort, c'est quelque chose de très nouveau. Et vous avez regardé évidemment les toiles de Picasso, mais aussi des toiles de Rembrandt, de Velázquez. Et de tout. Depuis l'art paléolithique. J'ai tout regardé. Vous pensez aux peintures des parois de Lascaux, par exemple? Pas tellement Lascaux, je n'aime pas. C'est les caves du nord de l'Espagne. Altamira, il y a plusieurs.
où on trouve des choses beaucoup plus intéressantes de ce qu'on trouve à Lascaux. On trouve surtout, je crois, des figures d'animaux. Non, mais dans le nord de l'Espagne, c'est plutôt les personnages en train de se battre, Oui. oui. Des hommes qui se battent entre eux. Et il y en a plusieurs qui sont, même peut-être les dessins les plus extraordinaires que l'homme a fait jusqu'à maintenant, parce qu'ils sont beaucoup plus intéressants que ce que les futuristes essaient à faire avec le mouvement. Un peu, vous pensez peut-être à Boccioni, Oui, avec ses formes oui. multiples. Boccioni et Est-ce que vous pensez aussi à Marcel Duchamp? Martha Duchamp était autre chose, tout à fait. Moi, je pense évidemment à un nu descendant l'escalier. Oui, mais ça c'était comme Duchamp qui voulait pas être dans un sens artiste. Il était contre l'art, mais il était l'artiste le plus esthétique du XXe siècle. Il a toujours travaillé. Même quand il disait qu'il jouait simplement à l'échec, qu'il a fait autre chose. Il toujours continue à travailler. Mais vous considérez le jeu des échecs comme quelque chose d'artistique? Mais lui a toujours travaillé, parce qu'il a travaillé sur... Je n'ai pas vu, je ne sais pas ce que c'est. Mais cette chose qu'il a laissé, qu'il a fini jusqu'avant mourir. Que l'on voit par un petit trou. C'est ça. Ah oui, je Il l'ai a pas toujours continué à travailler Duchamp. Quand vous regardez La mariée mise à nu par ses libertés, Oui. voilà, ça c'est... on ne peut pas parler de... Il est hors de cette question. C'est un homme qui a fait dans un sens un mythe du XXe siècle. Et il n'était pas abstrait non plus, c'est ça qui est Non. intéressant, presque pas. Il a fait dans un sens des symboles, Des signes, toujours sur le corps humain. oui, des interprétations, des images successives. Il a laissé ces signes au lieu du corps, mais en même temps, il est tellement occupé avec le personnage, avec la condition humaine. Mais dans le nu descendant l'escalier, on voit plusieurs images. Hein. C'est ça. C'est-à-dire, le mouvement est décomposé. Bien sûr, c'était pris. Il a employé ce que les futuristes ont fait. Mais c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'il a regardé le cubisme. C'est un mélange de cubisme et de futurisme. Oui, alors c'est un cubisme en mouvement. Parce que lorsqu'on pense à l'époque cubiste de Picasso, Non, mais c'est un mélange de tous les deux. Mais il était beaucoup plus remarquable que les futuristes. Et pour moi, plus intéressant que les cubistes. Même que j'aime souvent, il y a certaines choses de Picasso et de Braque que j'aime énormément dans le cubisme, mais il y a des moments avec Duchamp où je trouve qu'il est allé plus loin. Peindre, qu'est-ce que peindre pour Francis Bacon en particulier? Peindre, c'est faire exister sur la toile une forme, une multiplicité d'états et de formes agissant directement par la couleur ou par le mouvement qui est transmis, par le mouvement du bras qui est transmis sur la toile, agir directement sur le système nerveux. Mais curieusement, peindre, c'est aussi, pour Francis Bacon, ce n'est pas faire des mouvements gratuits ou des gestes gratuits, ou jouer en quelque sorte avec la matière ou le matériau de la peinture sur la toile, c'est retrouver la figure humaine, retrouver les apparences en sollicitant ces accidents qui surviennent tout naturellement sous le pinceau. Et c'est une tâche que Francis Bacon lui-même dit une tâche impossible. Retrouver la figure humaine, mais la retrouver par un détour, comme il nous en a parlé. Les déformations que Francis Bacon ferait subir à ces sujets ne lui apparaissent que comme des transpositions nécessaires pour recréer les apparences et donner de la figure humaine, son grand sujet, son obsession, une image authentique qui tienne compte non seulement de l'évolution de la peinture depuis Velázquez ou Rembrandt, mais qui tienne compte aussi des données comme celles de la photographie et celles de la peinture contemporaine. Donc, pour Francis Bacon, peindre, tâche impossible, puisque c'est une sorte de contradiction. À la fois, la peinture doit exister uniquement en termes de coups de pinceau, sur une surface à une seule dimension, et aussi projeter une apparence physique, recréer une présence physique sur une toile dont il faut respecter le fonctionnement à une seule dimension, recréer un objet qui est la figure humaine. Tâche paradoxale. dans le nu descendant l'escalier, on voit
une succession d'états différents, n'est-ce pas? Une figure en mouvement qui descend une marche, puis une autre marche, et ça crée une sorte de succession d'états. Et il semble que chez vous, cette succession d'états, elle est représentée en une seule figure. Est-ce que vous acceptez cette tentative de description? C'est difficile à dire, parce que c'est ce que je voudrais faire, c'est pas du tout la même chose que Duchamp. Mais peut-être Oui. dans une seule image, peut-être vous trouvez Plusieurs images différentes, plusieurs états. Je ne sais pas, c'est possible. On a l'impression parfois que vos images ne sont jamais immobiles. Elles sont toujours où elles se sont déplacées, où elles vont se déplacer. Par exemple, lorsque vous représentez quelqu'un assis avec une jambe croisée au-dessus de l'autre, on a l'impression que la personne va se lever ou qu'elle vient de s'asseoir. C'est-à-dire que la réalité chez vous n'est jamais immobile. C'est pas une sorte d'archétype de la réalité, Oui. mais c'est une réalité qui est faite de petits morceaux, de petites impressions. Plus que d'illustration, effectivement, c'est une reconstitution de plusieurs moments. C'est de me trop flatter. Non, pas du tout. Mais peut-être, j'espère que c'est là à peu près comme ça. Ce qui est difficile à expliquer chez vous, c'est le très grand détour que vous faites pour revenir à donner cette impression de réalité. Parce que c'est presque impossible de faire maintenant. C'est presque impossible. C'est parce que c'est tellement difficile que l'art abstrait est tellement populaire. S'il est facile. Non, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais pourquoi, à l'heure actuelle, l'art figuratif serait-il plus difficile qu'autrefois? Qu'est-ce qui s'est passé pour rendre l'art figuratif difficile, ou est-ce que l'art figuratif a toujours... La photographie et le cinéma. C'est deux moyens que vous avez utilisés, enfin comme matériaux de base. C'est la photographie et le cinéma et le film, le cinéma surtout, qui ont fait la différence entre ce qu'on essayait à faire avant et qu'on essaie à faire maintenant. Parce que c'est pas la peine à faire un portrait comme une photographie. La science a miné en quelque sorte, a rendu encore plus difficile le travail de l'artiste. Non, mais au même que ça l'a rendu beaucoup plus intéressant aussi. Ah. Beaucoup plus intéressant, moi, je trouve. Parce que c'est beaucoup plus difficile, mais en même temps beaucoup plus intéressant. À la fois, vous voulez rendre une figure humaine de façon concrète, et pourtant, vous voulez aussi que... Quelque chose qui est impossible pour faire avec la photographie. Oui, bien sûr, on ne peut pas donner à la fois l'impression ressentie et puis le sujet. Ce que peut-être vous tentez de faire dans vos œuvres. L'impression ressentie par... L'impression d'ensemble ressentie par la présence de quelqu'un. Il faut que la présence ne soit pas abstraite. Par exemple, la chose la plus difficile à faire à ce moment, c'est le portrait. Oui. Alors, à cause de ça, c'est presque impossible à faire. Et vous l'avez tenté pourtant très nombreuses fois. Oui, et je vais continuer à essayer, mais dites-moi, un artiste qui, à ce moment, peut faire un portrait. Oui, c'est très difficile. Oui, je pense à... C'est Isabelle Rowthorne que vous avez fait à plusieurs reprises. Oh, souvent. Oui. George Dyer aussi. Souvent, oui. Et Lucian Freud. Oui. Alors, ce que vous essayez de faire, c'est à la fois de rendre quelque chose de concret, un sujet qui est hors de vous, mais aussi un peu donner votre impression personnelle. D'ailleurs, je crois que c'est Mallarmé qui a dit cela. Ne pas rendre l'objet ou le sujet, peu importe, le sujet d'un poème, par exemple, ou le sujet d'un tableau, mais rendre aussi l'impression ressentie. C'est ça. C'est en même temps. Mais c'est... ça, il faut expliquer un peu en anglais pour moi. Oui. When you speak of Mallarmé, who wants to give the atmosphere of the object, but he wanted also to give the object. And this is one of the profound difficulties of Mallarmé as a poet, and his profound difficulty of how could he give over
in a non-illustrational way, his subject and the atmosphere of his subject at the same time. Oui, rendre à la fois le sujet et l'atmosphère, donner à la fois la bouche et le Sahara. C'est un peu la difficulté. C'est ce qu'on a appelé le détour, la transposition. Oui. Et alors vous passez par travers ce détour, peut-être ce que Mallarmé appelle la métaphore, pour revenir à l'objet très concret. Alors là, il y a oui. Il y a quelque chose de contradictoire là, mais là, il est contradictoire toujours. Contradictoire, c'est-à-dire que vous passez pour faire une peinture figurative, vous passez par des moments abstraits. Oui, bien sûr. Ou par exemple, il semble parfois que lorsque vous faites une figure humaine, il semble parfois que si on voit un visage qui n'est objectivement peut-être pas un visage tel qu'on le verrait sur une photographie, il semble que c'est par plaisir, parce que vous avez cédé peut-être non seulement à ces marques et ces accidents dont vous parlez, mais aussi au plaisir de peindre, de manier la couleur. Écoutez, je déteste commencer à peindre, mais après quelques temps, quand ça commence à marcher pour moi, c'est bien sûr, c'est un grand plaisir, mais ça n'arrive pas souvent. Oui, mais vous êtes conscient lorsque vous peignez de l'action physique que les couleurs ont sur votre système nerveux et auront sur le système nerveux du public. C'est-à-dire que vous combattez avec des armes qui sont frappantes, je veux dire, des armes qui ont un effet physique, pas uniquement, j'allais dire, logique ou rationnel. Non, mais on peut, à ce moment, quand il n'y a pas de tradition, Oui. vous savez, on peut simplement, on travaille simplement pour soi-même. Et on espère pour se donner plaisir à soi-même et c'est tout. Et si quelqu'un aime, et moi j'ai de la chance de gagner ma vie par quelque chose qui vraiment m'intéresse, c'est faire. Et voilà, c'est tout. C'est l'action de peindre et aussi de faire des objets qui m'intéressent. Des images, Oui. de refaire des images qui m'intéressent. À des images et des objets. Des objets qui vont avoir un destin, qui vont passer dans l'imagination des gens, des autres. Je ne pense pas que ça va passer dans l'imagination des autres. Je pense que si ça passe dans mon imagination, si ça déclenche des choses pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Je peux pas, c'est impossible à ce moment de travailler pour les autres. Et on a vraiment de la chance que les autres sont même intéressés dans ce qu'on fait. Est-ce que vous diriez que peindre, c'est agir sur vous? Dans un sens, oui, bien sûr. C'est vous transformer? On espère de se transformer tout le temps. C'est-à-dire que là, vous prenez presque une conclusion morale à votre peinture, dans la tradition, en fait, de la grande peinture. Oh, morale, quand on commence sur ces questions, ça c'est déjà encore trop difficile. Nous avons abordé pas mal de questions dangereuses, je crois, et difficiles à manier. Je crois que vous avez fini maintenant de préparer cette exposition pour New York. Oui, c'est fini. Et vous allez présenter uniquement des œuvres récentes. Oui, c'est les 5 dernières années. C'est ce que j'ai fait. Il y a, je crois, une ou deux choses que j'ai montrées à Paris, quand j'avais l'exposition à Paris en 71, mais la plupart sont des choses nouvelles. Combien vous avez de peintures à New York? Je sais pas. J'ai oublié à ce moment exactement le numéro. Mais il y a, je sais pas, 40, je crois, entre 40 et 50. Ah oui, je pense à votre très beau tableau. Je crois que c'est c'est deux figures dans l'herbe. Oui. Hein, on voit l'herbe verte avec deux figures dont les formes se dissolvent les unes dans les autres. Hein. Oui. Alors là, je pense vraiment au réalisme là. Oui. Puis à ce côté aussi, j'allais dire symbolique de l'amour, où il y a cette fusion des formes l'une dans l'autre. C'est encore une très belle toile. Vous ne l'avez pas reprise celle-ci, non?
je n'ai pas repris celle-là, mais j'ai souvent essayé le même sujet. Ah oui? Oui. Et à ce moment même, je continue un peu, dans tout à fait une autre façon. Mais pour vous poser une dernière question, quelle sorte d'évolution voyez-vous dans votre œuvre? Par exemple, en gros, moi je suis votre œuvre depuis les expositions que vous avez eues à la Hanover Gallery. Oui. Et puis maintenant, je ne verrai pas l'exposition de New York, mais peut-être qu'elle viendra en Europe, enfin peut-être que je verrai le catalogue. Est-ce que vous voyez une évolution vers un plus grand réalisme? J'espère que ça devient plus réaliste, mais aussi plus loin de ce qu'on appelle le réalisme illustratif.